Mesdames, Messieurs, je vous propose qu'on reprenne le cours de nos échanges. Je vais demander à nos grands témoins, Cédric Barberet, à Olivier Corti et à Frédéric Berkmiller de me rejoindre sur scène, s'il vous plaît. On peut les applaudir, ça va leur donner un peu d'encouragement. Olivier, il faut nous rejoindre, s'il vous plaît. Alors l'idée de ce temps d'échange, c'est qu'on parle un petit peu, bon, je suis au milieu, c'est pas grave, c'est qu'on parle un petit peu de la gastronomie française, peut-être, puisque tout le monde ne vous connaît peut-être pas bien dans les détails. On va peut-être refaire un petit temps de présentation, parce qu'on a un peu de nouveau public aujourd'hui. Honneur à Olivier, peut-être en quelques minutes, juste vous représenter d'où vous venez, un petit peu votre parcours, et puis on enchaînera derrière sur la place de la gastronomie. Bonjour à tous. Alors, fraîchement arrivé du Vietnam, je me présente Olivier Corticato. Je suis installé au Vietnam depuis maintenant un peu plus de 7 ans, 9 ans en Asie, avec une expérience et quelques restaurants à mon actif à l'instant T en Asie. J'ai fait le lycée hôtelier dans le nord de Lyon, à Dardilly, pour ceux qui connaissent. Et de cela, je suis parti sur la Côte d'Azur pour faire mes classes dans quelques restaurants étoilés et pour remonter vers Megève, pour ensuite partir en Asie par la suite. Et là, maintenant, mon combat de tous les jours, c'est être ambassadeur de la gastronomie française au Vietnam, en centre Vietnam, dans une ville qui s'appelle Da Nang, qui est une perle d'Asie, avec une plage qui fait plus de 7 km de long de sable blanc. Donc voilà, j'invite tout le monde à venir au Vietnam avec grand plaisir, et je vous remercie de nous avoir et de m'avoir aujourd'hui. Et voici. Merci Olivier. Cédric, je vous propose de poursuivre. Moi, je suis donc chef pâtissier restaurateur à Lancaster. Mon parcours est un peu similaire à mon conjoint. Donc j'ai commencé chez mes parents, ensuite SEPR à Annonay en pâtisserie. Et j'ai eu une opportunité de partir aux États-Unis très très jeune. Je l'ai prise. Ça fait 30 ans que je suis installé maintenant aux États-Unis. J'ai fait différents parcours, la Floride, le Nevada. J'ai fini en Pennsylvanie il y a une quinzaine d'années. J'ai travaillé dans des grands restaurants et maintenant on a ouvert au pays des Amish, si vous savez un peu les calèches et les petits chevaux, on va dire, à l'ancienne. Mais c'est quand même une ville moderne. Et on a un restaurant et une pâtisserie française. Et on vient juste d'ouvrir il n'y a pas longtemps aussi ce qu'on appelle un coffee shop. Donc on est très perceptif à la cuisine et au développement de la cuisine française à l'étranger. Merci. Ah, oui, si on m'entend, pardon. Frédéric. Oui, bonjour, donc je suis Frédéric Berkmiller. J'ai un petit restaurant à Édimbourg en Écosse. Je représente la gastronomie française à Édimbourg. 40 places assises, l'escargot bleu. Je suis un passionné de cuisine classique, de cuisine traditionnelle, et j'aime le produit brut avec une histoire, avec un palmarès, et j'aime les petits producteurs. J'aime le bourguignon, j'aime le coq au vin, mais j'aime le coq au vin avec du coq et du bourguignon avec du vrai bœuf. Voilà. C'est un beau résumé, parfait. Voilà. Je suis aussi jardinier, donc j'exploite un potager de 1200 mètres carrés qui fournit en grosse partie le restaurant. Donc le jardinage, c'est à peu près 10 ans de travail, et là, c'est 3 ans de travail pour arriver à 1200 mètres carrés qui sont maintenant exploitables. Très bien. Cédric, peut-être juste avant qu'on commence sur notre sujet de la gastronomie française, peut-être un petit mot, parce que vous êtes un peu l'ambassadeur du World French et de la FMR sur les États-Unis, peut-être un petit mot sur les deux chefs que vous représentez aussi, Jacques Sorcy et puis Sébastien Beaune. Oui, alors Jacques Sorcy, je le connais depuis assez longtemps, à travers une association qui s'appelle l'Académie culinaire de France, qui est basée aux États-Unis, et Sébastien Beau est donc le président. Sont deux très grands chefs, l'un dont il travaille au consulat de France à New York, et le deuxième représente une grande entreprise qui a plusieurs restaurants dans les États-Unis, on va dire une dizaine à peu près, avec des hôtels, et qui est aussi un maître cuisine de France. Et donc, ce sera avec un grand plaisir de l'avoir parmi nous en tant que membre, le deuxième membre du World French Restaurant aux États-Unis.
Très bien, merci. C'est important de le repréciser. Alors, vous êtes des ambassadeurs de la gastronomie française, on l'a dit. On en a parlé un petit peu hier. La gastronomie, c'est des valeurs, c'est des engagements, c'est une passion. Comment vous le vivez, vous, qui êtes un petit peu avec les deux casquettes, qui êtes français mais installé à l'étranger? Qu'est-ce que vous sentez derrière cette définition de la gastronomie française, de l'intérêt que peuvent avoir les étrangers, par exemple, dans vos restaurants pour cette marque, pour cette définition? Olivier. Je pense que la gastronomie française, elle a eu ses lettres de noblesse à travers le monde pendant des années, mais la réalité du quotidien, c'est que nous, qui plus est en Asie, on est vraiment amené à ce que les gens traversent le pays pour venir nous voir. C'est-à-dire que moi, j'ai des gens qui arrivent à réserver notre restaurant avant de réserver leur voyage. Donc toute la clientèle asiatique limitrophe du Vietnam, donc on parle de Hong Kong, on parle du Cambodge, on parle de la Thaïlande, on parle de Taïwan, on parle du Japon, bien sûr, de la Corée. On a des gens qui rêvent de se faire plaisir en mangeant français. Donc en fait, la gastronomie, c'est quoi? C'est un moment de partage, c'est une expérience, c'est de la convivialité, c'est beaucoup de choses. Mais c'est surtout aussi quelque chose en Asie qui devient un budget. Parce que qui dit français dit une certaine valorisation de tout ça. Et maintenant, on est devenu comment on appelle ça? Un plaisir de vacances, un plaisir de partage, un plaisir de célébrer. Et ça, c'est pas spécialement ce qu'on s'attend à l'étranger. On se dit pas que ça va être ça, la gastronomie française. Et en fait, c'est ça la réalité. C'est que les gens pensent et assimilent notre restaurant, qui plus est au Vietnam, comme un lieu de célébration, un lieu d'excellence, de convivialité, de grands moments. Et ça, c'est beau à partager. C'est la même chose aux États-Unis. On sent peut-être avec un sentiment aussi de responsabilité, peut-être de défendre les couleurs et ce qu'on attend derrière aussi la gastronomie française. Oui, je pense ça exactement, mais je pense aussi que c'est un gage d'excellence quand quelqu'un qui vient qui est de l'étranger, qui est d'un autre pays. Il assimile quand il vient en France à des grandes tables où on mange bien, il y a un bon savoir-vivre et il voudrait retranscrire ce moment-là dans son pays. Donc quand il y a beaucoup aussi, on va dire qu'il y a 50 ans, il y avait très peu de restaurateurs français, où ça a commencé, et ensuite ça s'est développé avec le fait que les gens puissent voyager. Les chefs ont commencé à aussi s'exporter, et donc ça a permis aussi à l'art culinaire de vraiment se développer aux États-Unis, et le fait d'avoir un gage comme le World French Restaurant et tout, ça fait un gage de qualité supplémentaire, une proposition aussi de proposer quelque chose qui est en circuit court, de travailler avec les fermiers, de travailler avec des produits aussi français évidemment. Donc je pense que il y a une bonne perception et on apprécie la bonne, on dirait la bonne bouffe, comme on dirait. Frédéric? Moi, je pense que la gastronomie française à l'étranger a encore une très très belle assise et encore de très très beaux jours devant elle. Cela dit, on a quand même une certaine responsabilité, et après il faut faire la part des choses et surtout se remettre en question. Il y a quand même des gros mouvements de foule dans le monde, donc on est quand même poussé à affûter nos couteaux et ne pas rester sur nos acquis, surtout pas. Donc il faut absolument réussir à se remettre en question et comme on dit, affûter les couteaux et regarder un petit peu les affaires pour perdurer en fait, perdurer et vendre du plaisir surtout. Parce que la gastronomie française, c'est quand même 1, 2, 3, 4 heures à table à se faire plaisir, quoi. Donc il faut absolument réussir à se remettre en question et aller de l'avant. Il ne faut pas oublier qu'on a du monde autour de nous. Les Italiens ont affûté leurs couteaux, les Indiens affûtent leurs couteaux. Tout le monde commence à prendre un petit peu des places assez importantes dans les capitales du monde entier. Donc il faut absolument se remettre en question. Mais on n'a pas perdu la bataille. On y travaille dur. On le voit. C'est aussi la gastronomie française des plats, des moments, vous l'avez dit. On parlait de fromage hier soir. Vous nous avez raconté une anecdote que vous allez peut-être pouvoir partager sur les plateaux de fromage aussi que vous pouvez faire dans vos restaurants. Ça veut dire que c'est aussi
une recherche, une quête de découverte, j'imagine aussi, parce que vous parlez des étrangers qui viennent, qui réservent chez vous avant de réserver leur voyage, c'est peut-être plutôt des Français ou des Européens, mais il y a aussi, j'imagine, non, moi aussi des étrangers. Il y a une curiosité aussi, j'imagine, des locaux aussi, entre guillemets. On travaille étroitement avec Patrice depuis des années. On s'est rencontrés en Asie déjà. Patrice Marchand. Patrice Marchand, juste ici. Et on a la chance d'avoir ces produits, donc ces fromages affinés chez nous. Et tout le savoir-faire qui est derrière et sa visite de temps en temps au Vietnam. Et moi, j'ai un plateau de fromage sur l'intégralité de mes menus. Donc on arrive à avoir entre 40 à 60 plateaux de fromage par jour. Et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que les gens sont bluffés. Parce que le fromage français à l'étranger, c'est le brie, le camembert et le comté. Sauf qu'on est bien d'accord que c'est pas que ça. Donc la chance d'avoir Patrice la dernière fois avec nous m'a permis de communiquer sur le fait qu'on allait avoir sa présence. Et on a carrément eu des Japonais qui ont pris l'avion juste pour venir vivre, parce que c'est vraiment un moment de vie, l'expérience d'avoir Patrice à leur côté. Ils ont pris un plateau de fromage avec une bonne grosse vingtaine de fromages dessus, plus un quart de raclette, et ils ont terminé le repas au bout de 4h30 à déguster des fromages, à déguster des spécialités, et ils ont fait un aller-retour de 48 heures juste pour ça. Donc les produits, il faut surtout mettre un point d'honneur sur la communication. C'est-à-dire que la gastronomie française, on pense qu'elle est acquise, qu'elle est déjà assez présente, entre guillemets, dans les têtes de chacun et chacune. Cependant, je pense qu'il ne faut pas hésiter à continuer à communiquer sur son évolution permanente, qui est une phrase, mine de rien, très escoffiée, du coup. Et pour moi, cette évolution permanente et avoir des acteurs comme Patrice et ambassadeurs à travers le monde, à travers l'Asie qui plus est, qui nous amène ce moyen de sublimer notre quotidien, parce que sans ces bons produits-là, on peut sublimer les produits locaux, c'est important, mais on a aussi besoin d'avoir ces petites touches qui font l'étincelle en plus. Et voilà. Cédric, on a parlé aussi, vous l'avez dit, je crois, Olivier, tout à l'heure, elle a un prix aussi, la gastronomie française. Est-ce que sur ces dernières années, vous avez vu des évolutions très marquées? Est-ce que c'est plus difficile pour un chef, pour un professionnel aujourd'hui, de faire de la gastronomie française qu'hier? Est-ce qu'il y a des matières premières, des choses que vous interdisez ou que vous limitez ou vous vous adaptez? Non, pas nécessairement. Je pense que même à l'heure actuelle, on trouve de plus en plus de produits. Il y a peut-être une dizaine d'années avant, on avait du mal à trouver du fromage, comme il disait, on trouvait que du brie, des trucs pasteurisés. Maintenant, on arrive à trouver des bons fromages, même locaux. Pareil, des gens sont venus en France, ont appris des techniques, les ont rapportées dans leur pays, aux États-Unis entre autres, et on arrive vraiment à trouver de la charcuterie, des produits qui sont vraiment artisanaux et qui sont vraiment bien faits et bien évolués. Après, c'est une culture qui est différente, c'est une restauration... même dans un restaurant de haut standing, c'est quand même une restauration, on va pas dire rapide, mais où un Américain, s'il a pas mangé en 1h30, il est pas content, il va vous le dire. Hein. Donc il faut que ça suive derrière. Ils ont pas la même culture de la table où on aime bien être convivial et avoir des conversations. Tout ça. Américain, c'est on y va, on va manger et puis on s'en va. Voilà. Donc c'est un peu différent, mais on arrive à avoir beaucoup de produits fermiers, vegetables, les viandes, tout ça. Donc il y a vraiment pas mal de choses. Après il y a des moments où par exemple, à une époque, le foie gras aux États-Unis était très mal vu et beaucoup d'États l'avaient banni. Maintenant, ils sont revenus sur leur pas, mais après, c'est juste, on va dire, des vagues culturelles, on va dire, qui changent. Et bon, ça revient. Et voilà. Frédéric, c'est un peu la même chose. Vous sentez chez vous aussi sur le... Peut-être parler de votre expérience et votre savoir-faire plutôt que l'expérience de maître jardinier aussi. Ce rapport-là.
Je n'irai pas jusqu'à maître jardinier, arrêtons tout. Cette expérience, ce rapport aussi au circuit court, voilà, du jardin finalement à l'assiette, c'est quelque chose qui colle aussi à l'identité française et donc à sa gastronomie. Oui, complètement. Je pense qu'il y a une très belle chose avec la gastronomie française ou notre cuisine, c'est qu'on peut utiliser pratiquement tous les produits qu'on va trouver sur place. Donc il s'agit surtout d'explorer un petit peu ce qu'on a autour de nous, d'aller voir les producteurs, de regarder ce qui est produit et ce qui est bon. Et dès qu'on arrive à avoir les produits de qualité, il ne faut pas hésiter à les utiliser. Sur l'Écosse ou sur le Royaume-Uni, puisqu'on parlait de fromage il y a 2 minutes, on trouve des très 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 bons fromages. Alors, en tant qu'ambassadeur français au Royaume-Uni, on se doit quand même d'avoir un camembert, un brie, peu importe, les classiques des fromages français. Mais il ne faut pas oublier quand même d'y faire rentrer ces fromages qui commencent à avoir une popularité et à avoir du goût, qui sont fabriqués en Écosse ou au Royaume-Uni. Je crois avoir vu des fromages anglo-saxons chez la famille Marchand hier, et ça, je trouve fabuleux qu'on puisse faire rentrer des fromages anglais sur le marché de Nancy. Donc je pense qu'on doit le faire dans l'autre sens aussi. Je crois qu'aujourd'hui, ça n'a plus vraiment beaucoup de sens de faire voyager une volaille sous le prétexte qu'elle s'appelle Bresse ou Chaland sur 1000, 1200 ou 3000 km, alors qu'il y a des grandes chances qu'on puisse trouver peut-être un petit peu différent, mais au moins un équivalent à 50, 70 ou 80 km de nous, quoi. Donc c'est un petit peu un devoir de faire cette balance et d'utiliser ce qu'on a sur place. Je pense qu'il y a encore une quinzaine ou une vingtaine d'années, on achetait des volailles, on achetait du lapin, on achetait de l'agneau qui montait de France, qu'on vendait en Écosse, sous prétexte que c'était un agneau français, qui était quand même assez ridicule, sachant que, étant en Écosse, on ne peut pas faire 50 mètres sans croiser 70 agneaux, quoi. Donc il faut quand même faire la part des choses et utiliser ce qu'on a sur place. Alors après, la cuisine française, elle est quand même longue, elle est quand même très très large. Une fois qu'on a un agneau dans les mains, on peut faire le terroir français ou la cuisine française avec facilité, quoi. C'est pareil au Vietnam. On a parlé hier, on peut le dire, d'asperges. Vous racontiez un peu sur l'asperge. On arrive à avoir des saisonnalités qui sont assez bluffantes. Ce qui est beau sur l'asperge, c'est qu'on arrive à avoir 5 variétés d'asperges au Vietnam, 2 sont importées, 3 sont locales. Donc en fait, ce qui est très intéressant, c'est d'arriver à trouver le produit qui peut mettre en valeur le pays, mais surtout, on arrive à reproduire exactement la même chose avec du local. À défaut, je reste persuadé qu'il faut, comme on a dit sur les fromages, il faut toujours garder ces fers de lance, entre guillemets, et il faut garder quelques produits qui vont être essentiels aux clients pour se faire plaisir, mais bien sûr sur des volailles, sur des poissons. On parlait des poissons hier, mais on ne va pas faire voyager des poissons alors qu'on est en bord de mer. Et pour autant, j'arrive à trouver des Saint-Jacques qui sont somptueuses au Japon, on est à côté. On arrive à trouver, bien sûr, quasiment tous les légumes sur place, mais je reste quand même ambassadeur de cette gastronomie. Quand c'est la saison de la truffe française, ben on la fait voyager. Donc je pense qu'il faut pas se cantonner à quelque chose, il faut surtout se faire plaisir et vouloir faire plaisir. Et en fait, la valeur d'avoir les produits le plus possible dans son cercle, dans son rayon d'opération, c'est essentiel. Cependant, pour moi, la restauration française et la gastronomie française, c'est aussi quelque chose qui fédère. On en a parlé hier. C'est des moments de gastronomie, c'est des moments de plaisir, c'est des moments qui font du bien aux gens. Donc il ne faut pas hésiter à amener ce genre de petites perles au milieu de la table pour faire plaisir. Et tout ça, ça a un prix aussi. Cédric, vous êtes sur de la pâtisserie. Est-ce que la pâtisserie française faite aux États-Unis, elle coûte beaucoup plus cher qu'ici ? Est-ce que les gens sont prêts aussi à payer le prix de la découverte finalement ? Alors, la pâtisserie française aux États-Unis est beaucoup plus chère qu'ici, mais dû aussi aux matières premières qu'on utilise. Alors, ça dépend ce qu'on prend, hein. Après, c'est comme tout professionnel, on choisit un chocolat de cru, peu importe la marque, c'est un prix. Aux États-Unis, ils n'ont pas vraiment énormément de bons chocolats, donc on fait quand même de l'import sur le chocolat. On travaille quand même avec tout ce qui est matières premières comme le beurre et le lait, la crème, c'est tout local. Je suis chanceux là dans la région où je suis, où on est quand même dans une zone très agricole.
Comme je disais, les Amish, c'est quand même une culture et un mode agricole à l'ancienne, avec les chevaux de trait. Donc il n'y a aucune mécanique, c'est tout à la main, c'est tout à l'ancienne. Donc il y a vraiment des produits qu'on peut avoir d'exception. Les fruits, tout ça, qu'on peut arriver vraiment à avoir vraiment de très beaux produits comme on arrive à trouver en France. Maintenant, oui, si le produit est bon et si la qualité est là, il y a une clientèle. Alors je ne dirais pas que tous les Américains vont payer, mais il y a une clientèle avec une certaine éducation qui ne regardera pas le prix et qui payera parce que la qualité est là. Évidemment, nous, par exemple, pour donner un ordre d'idée, un gâteau individuel dans une pâtisserie, on le vend 7,25 €. Et encore, on n'est pas cher par rapport à d'autres concurrents qu'on a qui les vendent à 12, par exemple. Donc, après, tout est relatif. Il y a une clientèle et la clientèle est capable de payer pour un produit où elle n'a pas aussi besoin de voyager et de prendre l'avion pour trouver ce plaisir. Frédéric, vous sentez la même chose aussi chez vous, à Édimbourg, sur le rapport prix, sur est-ce que les gens sont prêts? Je pense que le prix, c'est très très vague comme sujet. Hein. Quel est le vrai prix de la nourriture? C'est très très vague. Quel est le prix des soins aujourd'hui et le tarif du docteur, hein? Donc il ne faut pas oublier de l'inclure dans nos calculs. Je pense qu'il y a une chose qui est flagrante, c'est que la malbouffe a fait du mal. Elle fait encore du mal, et c'est un mal qui est très 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 profond. D'accord ? Je pense qu'il y a un regain de responsabilité et de savoir. Il y a de la communication, il y a des groupes, il y a des gens comme Slow Food qui interpellent, qui ont des messages, et il y a des gens qui en ont marre de mal manger. De mal manger tous les jours ou de mal manger au restaurant, il ne faut pas l'oublier, quoi, et de mal manger en termes de qualitatif et en termes de nutrition. Alors, quel est le prix ou le vrai prix de la nourriture? On peut se remettre en question là-dessus. Ce que j'essaye d'expliquer, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui recherche la nourriture, qui recherche le restaurant, mais qui recherche surtout la clarité sur l'échange, en fait. C'est-à-dire qu'ils veulent savoir ce qu'il va avoir dans l'assiette. À partir du moment où on s'engage à fournir ce qu'ils recherchent, il y a de la demande. Et dans ce cas précis, le prix est un petit peu disparu en fait dans l'échange. C'est-à-dire que les gens sont prêts à payer, sont prêts à nous faire confiance à partir du moment où on va leur fournir ce qu'on a dit qu'on leur fournirait. Aujourd'hui, le légume, évidemment, on parlait du légume, c'est un sujet qui est énorme. Alors, je ne vais pas me lancer dessus maintenant. Par contre, il y a une chose qui est importante, c'est combien il y a de personnes qui connaissent vraiment l'odeur du poireau ou l'odeur du chou-fleur quand il est sorti d'un vrai potager, qu'on l'emmène dans la cuisine et qu'on le met en cuisson. Et ben, on l'a tous oublié, cette odeur du poireau ou cette odeur du chou-fleur, qui sont quand même des odeurs assez pertinentes. Hein. Quand on les a connues, on les oublie pas, en fait. Et ben, combien de poireaux on peut acheter aujourd'hui? Alors après, on peut répercuter le sujet du poireau ou du chou-fleur sur la volaille, sur le lapin, sur l'agneau, etc. Et il y a la recherche de cette odeur, ou il y a la recherche de ce goût qui revient dans ce public. Ils sont tous à la recherche de retrouver ce goût qu'on a connu quand on avait 5 ans, ou je parlais hier avec James de ce saucisson à l'ail, quoi. On a tous mangé un saucisson à l'ail quand on avait 4 ans. Et pourquoi on n'arrive pas à retrouver ce goût de saucisson à l'ail aujourd'hui, bordel de merde? C'est exceptionnel. Donc je reviens aux produits de basique et je reviens au prix. Il y a du monde qui en ont marre de se faire berner au supermarché, au marché, au restaurant, et qui sont à la recherche de la qualité. Et ces gens-là sont prêts à payer le prix juste, c'est-à-dire que c'est pas cher, c'est le prix juste pour la prestation qu'on va leur donner. Olivier, vous sentez que c'est la même chose aussi du côté du Vietnam? Il faut aussi tenir compte des environnements dans lesquels on est, le rapport au coût, au travail aussi, etc. Est-ce que tout ça, ça a une influence Et je pense que sur ce point-là, le globe va impacter quand même vachement. Qui plus est, en parlant de poireaux, en parlant de chou-fleur, c'est pas dans la culture. C'est pas, on n'a pas eu les mêmes évolutions dans le temps au niveau de la gastronomie, et du coup l'attente est différente. C'est-à-dire que nous, on fait plus de l'éducation culinaire. Voilà, ça, c'est le goût de la vraie chose.
Ça, c'est le goût du vrai produit. Parce que, étant donné que le savoir n'est pas existant, il va être existant sur des sauces poissons, il va être existant sur des sauces soja, il va être existant sur des épices très particulières qu'on n'a absolument pas chez nous. Donc c'est pas du tout la même chose, étant donné que le globe impacte énormément. À défaut, quand on leur fait, là en ce moment à la carte, j'ai une sauce que tout le monde doit connaître, j'imagine, la sauce albufera. Quand on leur fait goûter une sauce albufera, mais ils se disent mais qu'est-ce que c'est ça, c'est un ovni dans la gastronomie? Non, non, c'est une sauce qui a des années d'existence. Mais comment c'est fait? Et quand on leur donne toute la liste de la sauce albufera, qui est quand même une sauce particulière, tout le monde est bluffé. Mais c'est énorme. Mais comment vous avez appris ça? Mais ça, c'est la gastronomie. Et c'est pour ça que la valorisation de la gastronomie via le produit, c'est hyper important. Mais quand les gens n'ont pas la connaissance du produit, c'est délicat. Donc on arrive à avoir un travail qui est similaire, mais une audience qui est complètement différente. Moi, mon combat de tous les jours, c'est de leur faire comprendre que le vrai goût de la cuisine française, c'est ça, et non une poudre de fond de bœuf qu'ils trouvent maintenant de partout. Un vrai bouillon de bœuf, un vrai bouillon de légumes, un vrai fond blanc, un vrai jus court, ça goûte ça. Et le légume, malheureusement, étant donné que la surconsommation en Asie est quelque chose qui est déjà actif depuis un bon moment, les générations qui viennent chez moi n'ont pas eu encore l'occasion de goûter les bonnes choses. Et ça arrive maintenant seulement. Merci aux Japonais d'ailleurs qui font un grand bien sur ça. Parce que la culture du légume et du fruit au Japon est juste prédominante. Et la Chine commence à peine. On est beaucoup à critiquer la Chine, mais la Chine commence à faire un énorme travail sur le légume, sur l'organique, sur revenir aux choses simples et vraies, avec un travail des sols aussi. Donc je pense que l'évolution, elle se fait aussi en fonction de la localisation dans laquelle on est. Et je pense que les produits du quotidien ne sont absolument pas les mêmes suivant la zone. Mais on a eu Monsieur Passard qui est venu nous voir il y a quelques mois, donc niveau jardin, on peut passer quelques heures là-dessus. Et il a été bluffé, mais sur des produits qui n'existent absolument pas ici. Donc la recherche, elle est au quotidien complètement différente. Et arriver à associer cette gastronomie française avec des produits locaux, on arrive à trouver des sortes de radis, des sortes de racines, des sortes de choses qui sont complètement différentes. Et là, on arrive à surprendre les audiences. Donc ça, c'est intéressant. Vous l'avez dit, vous avez prononcé, je crois que tu l'as prononcé aussi, Cédric, le mot d'éducation, c'est-à-dire que l'environnement aussi fait que la malbouffe, le prix peut-être aussi, l'envie de faire vite et pas cher, on a perdu finalement les vraies valeurs, ou je sais pas, on a perdu cette éducation aux bonnes choses, aux vrais produits, au vrai goût, à tout ça, et c'est aujourd'hui peut-être par et avec la gastronomie française qu'on peut la retrouver. Vous le sentez, vous, ça ? Oui, après je pense que chaque pays est différent. Je pense qu'il y a déjà une éducation culturelle. Chaque pays va avoir une approche complètement différente culturellement sur la nourriture, sur la bouffe. Et après, comment ils ont été éduqués. Aux États-Unis, entre autres, on va dire que c'est sur de la surconsommation, c'est sur beaucoup, malheureusement, il faut le dire, du fast-food. C'est aussi de la grande distribution. Donc, par exemple, si on prend l'exemple de la pâtisserie, un Américain a du mal au début à comprendre pourquoi il va payer autant pour un gâteau alors qu'il peut aller trouver un truc avec du lard et du sucre, hein, parce que c'est la vérité, hein, sur un cupcake qui est pas bon, mais ils sont culturellement, il va falloir faire un travail d'éducation en amont. Et ça marche après. Après, ils sont réceptifs. Ils sont réceptifs sur ce qu'on peut amener, sur la qualité du travail. Et puis après, il y a aussi un travail de formation avec le personnel et tout ça. Mais non, c'est quelque chose qui... je pense que la culture, il faut, la comprendre. Et deux, après, pouvoir essayer de la travailler en amont pour pouvoir proposer le produit qu'on veut. Je salue l'arrivée de Bruno Roth, le consul honoraire de Côte d'Ivoire. Peut-être, et si vous en sentez, vous avez les ressources, mais je n'en doute pas, parler un petit peu de la gastronomie française, de la place qu'elle a en Côte d'Ivoire aussi, sur ce point-là, avec de nombreux interlocuteurs aussi qui cherchent à valoriser aussi cet art finalement.
notre savoir-faire est à la française. Alors, bonjour à tous et à toutes. Voilà, déjà un petit mot sur l'Afrique d'une façon un peu globale. Il est vrai que la notion de faire à manger est une notion historique importante. Ils ont la chance aussi d'avoir des entrants et des éléments de base qui font le tour du monde, hein, entre autres sur les saveurs. Aujourd'hui, il est vrai qu'on a une population en termes de classe moyenne là, qui commence à émerger dans l'ensemble des pays africains et qui fait que ça donne l'opportunité à toute la restauration et à tout le service en fait, là, de pouvoir mettre en place des organismes et des établissements de qualité. Pour donner un peu une idée, hein, la restauration est classifiée en restauration à la fois de rude, rapide. Donc là, on a une restauration où là, toutes les problématiques sanitaires, toutes les problématiques de fisc aussi, hein, puisqu'il faut savoir qu'en Afrique, beaucoup d'entités sont en dehors du radar du fisc de l'État. Donc là, il y a aussi une montée de l'informel vers le formel. Et puis de cette restauration de rue, et s'est installée une restauration là, qui fait que c'est un lieu à la fois de business, un lieu d'accueil et un lieu pour recevoir les gens. Beaucoup de choses aussi font que les familles invitent leurs amis au restaurant. Donc aujourd'hui, on a une classe là, qui accède à ces services de qualité. Et si on prend l'exemple de la Côte d'Ivoire et de la RDC, sur lequel on a la chance d'avoir deux restaurants labellisés, hein, un piloté par Fabrice en Côte d'Ivoire, qui est un chef historiquement français, qui est en Côte d'Ivoire depuis presque maintenant 15 ans, très implanté dans le développement aussi de cette activité, sur le point aussi sur des problématiques qui sont des problématiques d'importation. Il faut voir que voilà, en pays africains, même si on accède à des produits de qualité locaux, avec une montée vers le bio aussi, ça on pourra en parler aussi, c'est qu'il y a une évolution aussi de la qualité des produits. Il s'avère que quelqu'un comme Jérôme, c'est plus de 50% de ces importations. Ce qui veut dire quelque part, le process, c'est pas dire moi, ce matin, je vais aller au marché acheter mes produits, il faut anticiper tout ça. Donc avec la gestion des importations, la chaîne du froid à respecter, l'anticipation de trésorerie aussi, parce que quelque part, c'est des gros achats qu'on doit massifier. Voilà. Et puis Isabelle, donc le dernier... Sabine, pardon. Sabine. Le dernier restaurant labellisé que j'ai pas eu l'occasion encore de visiter, mais que j'aurai l'occasion de visiter. Voilà, c'est quelqu'un qui aussi a toute une histoire avec la gastronomie et la cuisine française, qui a installé un restaurant de qualité dans ce qu'on appelle généralement chaque capitale a des zones. Là, on a une zone française, là, donc elle est un lieu sur une belle zone française, là, sur lequel elle a un établissement où elle accueille à la fois un monde professionnel, donc j'évoquais le lieu vraiment où les choses se dessinent un peu, hein. C'est un lieu, voilà, on évoquait, je pense que vous l'avez évoqué, l'intérêt d'être autour d'une table et puis de partager ce moment, hein, voilà, donc et ça reste aussi une dynamique importante. Une des problématiques de l'Afrique, hein, outre le fait qu'il y a un développement important et un avenir certain, donc là ça veut dire que je pense que ça va être un terroir sur lequel on va avoir d'autres labellisés, donc là il y a un regard qui est regardé sur les ensembles des différents pays. L'Afrique elle est plurielle, hein, c'est-à-dire que la problématique du Maghreb, là il y a vraiment une ouverture vers l'Europe proche, là avec un sentiment méditerranéen là, de travailler ensemble et d'avoir aussi une dynamique, une ouverture vers la France. D'autres pays se tournent vers d'autres continents. Bon, à nous à défendre notre offre. La saveur française est quand même très appréciée. Alors on évoquait le complément des métiers de bouche avec la boisson. Il est vrai que voilà, on a quand même historiquement le champagne ou voire d'autres emblématiques qui portent aussi notre cuisine. Et l'association Mets vins, même si les vins du monde existent, il y a aussi encore les vins français qui ont leur place. Voilà, je pense que comme vous l'avez dit, hein, quel que soit le pays, il faut associer cette culture du savoir français avec la culture locale. Et tout le monde l'a évoqué, hein, il ne faut pas imposer, je pense, une cuisine, mais il faut plutôt l'adapter au contexte local. Et c'est là qu'on peut réussir. Donc là, il y a vraiment tout cet esprit français qu'il faut ramener, hein, art de la table même, hein, quelque part. Hein, on a quand même des emblèmes importants là, qui portent aussi notre cuisine là, sur l'art de la table. Notre territoire en est un bel exemple avec Baccarat, Dôme ou autre. Hein. Et au travers de toute cette dynamique que l'on peut porter, c'est associer le savoir-faire local, la compétence locale. Moi, je vois à Abidjan, hein, il y a même aujourd'hui des grands chefs qui font de la cuisine à titre personnel dans les grandes familles. Donc, quelque part, il y a aussi une évolution de la gastronomie. On n'est plus purement sur un lieu de restaurant. On amène aussi le restaurant à l'intérieur d'un contexte, d'une famille, d'une entreprise. Hein. Voilà, donc il y a vraiment une évolution. Aujourd'hui, c'est un marché qui est en progression de 20%
depuis 5 ans. Il y a une dynamique qui est lancée. Tous les pays veulent avoir une attractivité aussi au niveau touristique. Donc, quelque part, si on peut faire venir du tourisme, il faut aussi qu'on ait une qualité de service, à la fois en hôtellerie, en restauration. Des pays comme la Côte d'Ivoire misent sur le tourisme, écotourisme. Donc, on a aussi une cuisine qui va aussi s'associer dans l'écotourisme avec une volonté de vouloir traiter correctement les déchets, avoir une eau propre, avoir des gens formés. Ça, c'est une grosse problématique aussi sur le continent africain. On a des gens très volontaires, mais il faut pouvoir leur donner leur âme pour leur former. Je donne un exemple là, pour que vous compreniez. Les plateaux techniques des lycées techniques en cuisine, c'est catastrophique, quoi. Les gens qui font de la boulangerie, ils n'ont même pas un four pour pouvoir cuire le pain. Donc comment demander à des jeunes là, d'être bien formés, de pouvoir représenter un métier si on ne leur donne pas les moyens? Donc quelque part, il y a une évolution là, dans la formation et surtout un appui. Et là, la France ou d'autres pays ont un rôle de coopération pour vraiment faire monter en qualité. Et puis après, les problèmes de sanitaire, les problèmes de chaîne de froid, on évoquait les fast-foods locaux dans la rue. C'est vrai que bon, il faut être costaud là pour quelque part ne pas. Mais bon, elle a sa place quand même. Hein. Elle répond aussi à une demande. Hein. Il s'avère que quelque part, des grandes villes, hein, c'est des mégapoles hein, dans les continents africains comme dans d'autres continents. On met 2 heures pour aller d'un point à un autre là, quand on est malheureusement obligé d'être logé à l'extérieur de la ville. Donc quelque part, on doit manger aussi localement. On a 2 heures ou 1 heure entre midi et 2 heures. Il faut trouver aussi une réponse. Avec éventuellement, voilà, en Côte d'Ivoire, on peut manger pour 2 euros. Comme on peut manger pour 100 euros. C'est-à-dire qu'il y a toute une gamme là, représentative là, qui permettent de répondre aux besoins. Voilà. J'aurais beaucoup de choses encore à dire, mais je prends la parole. Je laisse la parole. Merci. Pas de souci, merci à vous. Avant de passer à une petite série de questions du public, quels vont être selon vous les défis des prochaines années pour la gastronomie française à l'étranger comme ça? Est-ce que ça va être de s'adapter encore et toujours? Est-ce que ça va être de faire aussi face aux perturbations de l'environnement? Est-ce que ça va être de continuer à défendre des valeurs, un temps de partage, vous l'avez dit, Olivier? Moi, je pense qu'il va falloir surtout... C'est peut-être un avis personnel et je ne veux pas me mettre qui que ce soit à dos, hein, mais je pense qu'il va surtout falloir se dire que on n'est pas sur des acquis, on est sur une réalité. On a été colporté à travers le monde. Maintenant, on en devient ambassadeur, mais surtout, je pense que cette gastronomie, il faut, par le temps, la remettre au goût du jour, la moderniser, l'embellir, l'intégrer avec la culture locale. On parle de fusion dans certains concepts, mais énormément de la cuisine internationale a une base française à un moment ou à un autre. Mais on ne peut pas que rester cocorico, entre guillemets. On a besoin d'adapter cette gastronomie. Et pour moi, les beaux jours ont été, mais peuvent toujours l'être, si on intègre cette cuisine dans l'évolution permanente. Le plus beau, c'est d'arriver à convaincre des Américains, à convaincre une clientèle qui ne s'attend pas à ça, à arriver à vivre l'expérience correctement. Et quand les gens, à la fin du repas, regardent leur montre et se disent « mais on a passé 3h30 chez vous », et qu'on leur dit « bah oui, voici une expérience à la française », bah là, je pense qu'on a gagné. Donc il faut vraiment aller être fier de ces valeurs, mais ne pas non plus s'arrêter à ne pas être capable de les adapter, de les ajuster au fur et à mesure. On a un exemple qui est extraordinaire, c'est les pays de l'Est, tout ce qui va être le Danemark, tout ce qui va être la Suède et tout ça. Eux, ils n'ont pas ce poids de la gastronomie passée, ils n'ont pas de centaines d'années de gastronomie dans le dos, et pour autant, ils brillent dans le monde entier maintenant. Et bien, cette gastronomie française, elle a ce poids, mais qui doit en être une force et non un poids. Donc je pense qu'il faut la faire évoluer et ne pas arrêter de la faire évoluer pour qu'elle persévère et qu'elle perdure à travers les années. Cédric, vous partagez évolution, adaptation? Évolution, les bases de la gastronomie française seront toujours là. Après, la cuisine gastronomie française en général, elle évolue, mais les fondations sont toujours les mêmes.
Après, il faut aussi comprendre, et je pense que c'est très important, mais je pense que c'est pas nécessairement qu'aux États-Unis, mais je pense que c'est en France et dans tous les pays. Il faut comprendre et il faut s'adapter à la demande de la clientèle et la comprendre et évoluer aussi à ce moment-là dans l'évolution de notre cuisine en conséquence à la demande aussi d'une clientèle qui va vouloir quelque chose, en restant sur les bases et la fondation d'un art culinaire à la française, mais il faut quand même évoluer à ce moment-là sur ces points-là. Après, il y aura évidemment beaucoup de changements qui rentrent en compte, on va dire le climat, le géopolitique et d'autres, parce que ça aura des conséquences aussi, on le sait très bien. Frédéric, partagez. Garder les yeux ouverts, aller de l'avant, c'est ce qui nous attend au coin de la rue en fait. Tous les challenges qui vont se présenter à nous, il va falloir les affronter. C'est pour ça rester à l'écoute, rester les yeux ouverts, communiquer, comprendre, écouter, et puis aller de l'avant et surtout ne pas s'endormir, quoi. Faire un petit peu mieux demain que ce qu'on a fait hier soir en fait. C'est très très simple. Être à l'écoute de la clientèle et des gens qui nous entourent et toujours un petit peu plus en avant. Voilà. Pas d'acquis, surtout pas. Pas d'acquis. Bruno, je ne sais pas si vous voulez compléter, vous avez déjà évoqué quelques... Je pense que la notion d'innovation en cuisine, elle restera d'actualité, avec bien sûr des fondamentaux qui restent. Moi, j'ai souvenir d'avoir partagé une recette d'un bacon-off avec 3 chefs ivoiriens, voilà, qui ont découvert aussi l'intérêt d'une cuisine basse température, la mixité des aliments, etc. Donc vraiment innover. Maintenant, la clientèle, il faut savoir l'écouter, je pense aussi, et puis essayer d'avoir une réponse en fonction de leur habitude, la demande, tout en poussant un petit peu l'innovation. Un message peut-être global, je pense qu'il serait bon qu'il y ait un système qui permette d'avoir une information à donner auprès de la clientèle, là, en association mets, vins, fromage, autres. Là, voilà, et ça, il y aurait un vrai message à faire passer. Et ça, vous êtes les ambassadeurs pour ça. Je pense que la cuisine, elle est multiple. Il faut pouvoir mixer aussi et l'associer avec d'autres choses qui sont la boisson et puis peut-être les desserts, le fromage. Et ça, peut-être qu'il y a une vraie information à passer à haut niveau. Et ça, le réseau des ambassades a son rôle, les services économiques, et puis vous, sur le terrain, pour que quelque part on puisse tirer toute cette économie autour du plat. Très bien, merci. On va prendre peut-être une série de questions dans l'Assemblée, s'il y en a. Oui. Alors je ne sais pas si on a un micro, il n'y a pas de micro. Ok, je la répéterai, allez-y. Alors la question porte sur l'image de la France et quels outils, quels aspects on peut faire pour qu'elle soit, que son image s'améliore ou d'une certaine manière qu'elle évolue. Qui veut répondre? Comment est vue la France? La France à l'étranger, il faut faire, ça marche à deux sens en fait. On est quand même un petit peu vu comme des donneurs de leçons, en règle générale, en gastronomie comme en politique, on va dire. Alors on va laisser la politique de côté tout de suite. Donc je pense que rester humble et surtout faire passer un message humble et sans prétention en fait, tout en fournissant un service de première qualité, avec une qualité de première qualité aussi, je pense. De vous, continuer à faire passer le message en nous épaulant, en fait. Cédric, peut-être. Je pense que aux US, par exemple, je pense que quand on parle de cuisine française, c'est un gage de très grande qualité. Après, en tant que professionnel, il y en a à tous les niveaux. Nous, notre but, c'est de garder cette qualité et de pouvoir même la hausser. Et je pense que c'est ce que, à l'étranger, quand on va dans un restaurant français, en général, c'est ce que le client attend. Il y a une attente d'un certain niveau. Et je pense que c'est l'expectation d'une clientèle américaine quand elle vient chez nous. Elle veut de l'excellence.
Après, c'est un combat constant, c'est un combat d'éducation, parce que chaque endroit et chaque pays est différent, mais je pense que à nous, en tant que professionnels, d'éduquer les gens et le personnel local qu'on a, avec qui on travaille, et de pouvoir continuer ce haut standing qu'on doit apporter. Olivier, vous voulez compléter? Moi, je pense que pour revenir un peu à la question, c'est qu'est-ce que peut être fait en France par les maîtres restaurateurs pour que les World French Restaurants brillent un peu plus et soient un peu plus ambassadeurs? À mon sens, c'est de la communication. Je pense qu'on a un gros problème de communication en règle générale sur la cuisine française, la gastronomie française. Et je pense qu'avec bien sûr la connaissance des réseaux sociaux, toutes les nouvelles plateformes, je pense qu'il faudrait commencer à décodifier un petit peu toute notre façon de communiquer pour arriver à communiquer différemment, pour engranger beaucoup plus de jeunes professionnels, comme moi bien sûr, qui s'y intéressent. Et je pense que le travail qui va être le tournant de tout ce qui va se passer à l'avenir, c'est la communication. On a tous un téléphone, on est tous sur les réseaux sociaux ou à moindre échelle. Et je pense qu'il faut tous autour de cette salle commencer à prendre conscience que la communication n'est plus du tout la même. Et c'est pas parce qu'on est un bon cuisinier et parce qu'on est un bon maître restaurateur et qu'on a des valeurs dans notre restaurant, dans notre ville, dans notre capitale, qu'on va communiquer correctement. Donc je pense qu'il y a une prise de conscience sur comment communiquer de cette gastronomie qui évolue dans le temps, comment partager ces valeurs via les nouvelles et les nouveaux canaux de communication. Ça, c'est important à mes yeux. Et je pense qu'il y a un travail, et on doit tous le faire, je pense. Bruno, je vous en prie. La force là, de votre corporation, c'est déjà son organisation. Donc, quelque part, voilà, vous êtes œuvré là, pour aussi que cette fédération là, puisse communiquer. Vous avez un label là, qui vous porte aussi, et qui est un label, hein, je le rappelle, c'est le seul label français là, qui reconnaît les restaurateurs là, dans leur qualité, par rapport à leur métier et par rapport aussi à leur engagement. Donc là, il faut vraiment profiter de ce label. Après, pour revenir au niveau de la France, il est vrai que le terme humble, ça on le reconnaît, quelle que soit l'activité, que vous soyez dans un secteur économique, dans le secteur culturel, dans le secteur de la gastronomie, je pense qu'on a besoin de rester humble là et pour pouvoir évoluer. Une chose importante, moi je considère que dans tout événement, et là moi je porte plus aussi d'événements économiques, il est important que la gastronomie aussi vienne compléter aussi cet axe économique. On a besoin de cette gastronomie pour venir porter le développement de l'économie, que ça soit aussi bien dans une relation vis-à-vis de la France ou vis-à-vis de la France à l'étranger. Et donc, quelque part, on doit vous mobiliser en permanence, là, dans le cadre de formes économiques, pour que vraiment cette excellence soit mise en avant, puisque quelque part, autour d'une table, là, rassembler des gens, c'est déjà se faire connaître, et puis pouvoir connaître l'autre. Et je pense que la France, où on a un vrai déficit, c'est qu'on n'a pas pris le temps de connaître l'autre. Et aujourd'hui, il est temps de connaître l'autre pour savoir exactement quel est le chemin qu'on peut faire ensemble. Voilà, merci. Merci. D'autres questions, madame, et puis après, président. Restaurateurs ont une implication forte en France. Il est essentiel de communiquer là-dessus aussi, bien sûr. Et vous, dans vos établissements et dans les différents pays dans lesquels vous œuvrez, comment s'organise la transmission et la formation? Chez nous, la formation, elle se fait sur place, pas nécessairement avec des établissements. Aux États-Unis, il y a beaucoup d'écoles culinaires, des écoles hôtelières, mais le système d'éducation au niveau professionnel est on va dire, pas extraordinaire. Donc, on va dire qu'aux US, on vend un diplôme. C'est très très cher d'aller dans une école culinaire. Quand on parle de chiffres, si on parle de l'une des meilleures écoles aux États-Unis qui s'appelle le CIA à New York, c'est $50 000 à l'année.
2 ans d'éducation. Le gamin a sorti 100 000 $, et il sort de l'école et il sait pas cuisiner. On apprend, c'est une éducation ultra rapide et on vend des diplômes. Alors, je préfère à la limite faire de la formation en continu, parce que c'est ce qu'on fait sur place, et de prendre des jeunes qui en veulent et qui veulent avoir cette éducation et d'apprendre. Après, pas toute personne n'a pas la même vision de ce qu'ils veulent, mais après c'est une force de caractère. Mais nous, on le fait sur place. Donc on préfère des fois à la limite prendre quelqu'un qui ne vient pas d'une école et qui veut vraiment apprendre, et de le former correctement. Parce que après on n'apprend rien en 2 jours, et après on passe à autre chose et on apprend autre chose, et 2 jours plus tard, 1 semaine plus tard, on apprend un autre topic, et à la fin on ne sait rien faire. Donc nous, c'est du continu, tout le temps. Au niveau de l'Asie, on a un peu les mêmes similitudes, mais on n'est pas sur les mêmes écoles. On n'a pas les mêmes budgets, on n'a pas les infrastructures. Les écoles existent, mais elles ne sont pas encore à ce niveau-là comme les États-Unis. Cependant, moi, j'interviens pas mal dans les universités, étant donné que je suis très proche des étudiants, par mon âge aussi. Donc j'ai fait pas mal d'universités dans le sud du Vietnam et dans le nord du Vietnam. 3 à 4 fois par an, je fais des interventions pendant des mois, sur des dates bien précises. En quotidien, on a des formations, on a 3 à 4 semaines de formation avant d'intégrer une position fixe. Je travaille aussi avec les Escoffiers sur un concours culinaire qui est le Young Trophy en Asie-Pacifique, qu'on organise à Saigon en octobre, la 3e semaine d'octobre. Et en fait, cette formation, elle se fait au quotidien, mais on n'a pas les mêmes infrastructures. On ne peut pas avoir d'apprentis comme on peut avoir en France. À défaut, on peut avoir des stagiaires, et ça, on le met petit à petit. Par contre, je pense qu'avec le titre World French Restaurant, il y a surtout quelque chose, je pense, on peut ouvrir une porte sur, si vous avez des possibilités de nous envoyer des apprentis, nous, on a 3 apprentis tous les mois, et la porte est grande ouverte. Donc je pense que votre question est orientée là-dessus, en voyant votre sourire. et avec grand plaisir, parce que, pour être très honnête, en petite structure, quand on n'a pas un gros groupe derrière, quand on n'a pas une ressource humaine à plein temps, quand on n'a pas ce genre de structure comme la France avec des centres de formation, etc., on a énormément de mal à recruter des étudiants qui viendraient avec plaisir à l'étranger. Alors je pense que le personnel est un tabou pour beaucoup de restaurateurs, donc on veut les garder chez nous, mais pour autant ça fait énormément de bien d'avoir une formation à l'étranger. Donc c'est quelque chose à méditer et à mettre en place sûrement. Merci de votre question. Le message est aussi passé aux jeunes générations qui est dans la salle ce matin. Je ne sais pas si Frédéric, vous vouliez compléter, Bruno. Oui, moi je voulais juste rajouter juste une petite chose. Chez nous, les frontières sont fermées depuis quelques années, donc la porte d'entrée est malheureusement bien scellée, même pour les Français d'ailleurs. Donc c'est vraiment très très compliqué. Je me suis aperçu avec le temps, par contre, et j'ai un petit jeune avec moi qui est monté de Londres depuis quelques mois, que très souvent on avait beaucoup plus de résultats avec des jeunes en quête de quelque chose et sans passer en restauration en fait. Et on a des résultats qui sont beaucoup plus fluctuants parce qu'il y a une volonté énorme d'arriver à quelque chose. Donc très souvent les jeunes qui sortent un petit peu juste d'un cursus scolaire sans avoir fait d'études ou de collège spécialisé ont des résultats qui sont beaucoup plus performants. Et on arrive à les garder surtout. On arrive à les garder sur la longueur. À l'époque où le Royaume-Uni avait encore les portes ouvertes, on avait beaucoup de monde qui passait. Le problème, c'est qu'on n'arrivait pas à les garder avec nous. C'est-à-dire qu'effectivement, ils frappaient aux portes, tu peux travailler, mais 6 mois plus tard, une fois qu'ils avaient appris à s'exprimer avec 3 mots d'anglais devant eux, ils étaient repartis, quoi. Donc c'était vraiment très, très, très compliqué, quoi. Bruno, peut-être si vous voulez... Un tout petit complément par rapport au continent africain, dans la mesure où, comme aux États-Unis, il y a une carence au jour d'aujourd'hui de la formation professionnelle. Donc un nombre de grands groupes ou panafricains d'hôtellerie, de restauration, voire français, si je prends le cas du groupe Accor, ils ont créé leur propre école en fait, de formation. Et quelque part, en termes de recrutement,
il est vrai qu'ils cherchent plus des gens qui sont dans l'envie et qui ont vraiment envie d'aller vers ce service, hein, qui demande aussi des sacrifices, hein, des horaires, des obligations de travailler le week-end. Voilà, pendant que les gens s'amusent à table, nous on est en cuisine. Enfin voilà, donc quelque part c'est aussi un métier compliqué, hein, un peu d'abnégation. Et je crois que les gens, voilà, c'est vraiment avoir envie et s'engager. Donc voilà le profil un peu des gens. Merci, on en parlera également demain sur la table ronde consacrée à l'emploi et à la formation. Monsieur le Président, vous aviez une question aussi, oui. peut-être une remarque? C'est ouvert normalement. Oui, j'ai juste, je vais vous poser la question, mais je voudrais apporter une contribution. Quand vous parlez de formation, c'est là où vous parlez sans arrogance et sans prétention de l'exception française. C'est-à-dire que nous avons créé, il y a maintenant plus de 60 ans, des écoles hôtelières, des centres de formation qui ont été uniques au monde. En Europe, maintenant, vous avez, Italie, Espagne, vous avez des écoles hôtelières. Mais ça n'a pas la puissance de la formation française. C'est important. On a mis au rang de culturel la gastronomie française. Chez nous, c'est un pan culturel, ce qui existe dans aucun autre pays. Et ça, c'est sans prétention et sans arrogance. Ce qui fait effectivement de nous, alors après on peut se poser de questions de classement et autres, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, comment on arrive à travailler ensemble, et je crois qu'il y a des idées à droite et à gauche, et on en parlera peut-être cet après-midi ou demain, mais à effectivement faire que nos apprentis puissent se déplacer en Europe ou dans le monde, et que des jeunes, parce que l'apprentissage n'existe pas dans certains pays d'Europe, oui, mais des jeunes puissent arriver jusqu'à nous, des jeunes venant du Vietnam ou autres, dans nos établissements. Ça, c'est le sujet. C'est un sujet c'est par les institutions qu'on passera. C'est pas nous qui allons décider demain de faire ceci ou cela, parce qu'il y a des lois, il y a des droits, il faut qu'ils soient majeurs, enfin, il y a plein de choses. Mais il faut bien comprendre que cette formation, telle que nous la donnons à nos élèves, à nos apprentis, est unique. On parle de l'apprentissage à la française, il est réel, c'est une réalité. Même si les Allemands ont fait des efforts sur l'apprentissage considérables, pas sur la restauration. La restauration, on est à peu près 50 000 apprentis, il y a 50 000 apprentis, je ne compte pas les lycées dedans, 50 000 apprentis en France. Vous avez 1 million d'apprentis sur tout l'ensemble des activités, mais il y a 50 000 apprentis en France, et comme on le disait tout à l'heure, il y en a quand même, beaucoup sont chez les maîtres restaurateurs. Donc, il ne faut pas se reprocher ça. Nous avons d'excellents CFA et d'excellents lycées hôteliers. Ma question, c'est vous, et ça m'intéresse d'avoir l'avis des quatre, quels sont les retours que vous avez par vos clients quand ils voyagent? Faut-il encore qu'ils voyagent? Mais ils voyagent de la gastronomie française quand ils viennent manger en France. Moi, ça m'intéresse parce que, au lieu d'avoir des sondages dont on ne sait pas par qui ils sont dirigés, nous, restaurateurs, on a besoin de savoir ce que vos clients pensent de la gastronomie française quand ils voyagent en France. Voilà ma question. Moi, je vais répondre pour la clientèle asiatique à défaut. Il y a un gros souci pour la clientèle asiatique, c'est que la plupart du temps, les voyages sont organisés pour la clientèle asiatique. Et de ce fait, ils sont essentiellement ballottés à droite à gauche. Et pour le gros de notre clientèle, ils n'expérimentent pas et où ils n'ont pas la chance d'aller dans des belles tables, de faire des belles tables. Parce qu'en général, c'est des voyages à budget. Et le plus gros de la population asiatique qui vient dans mon restaurant ou au Vietnam, l'expérience française qu'ils ont eue, c'est souvent un restaurant qui n'a pas reflété la vraie gastronomie. Et c'est souvent, et du coup, elle fait tellement sens votre question, c'est souvent, mais pourquoi c'est meilleur chez vous que quand on était à Paris ? Donc je pense que ça met un point d'honneur à votre question. Je pense qu'on a des labels à valoriser, pas seulement en France, mais surtout à l'étranger. Comment un étranger en arrivant en France reconnaît ce label et comprend qu'ici il va bien manger. Là il y a de la communication, comme on disait tout à l'heure.
Alors aux US, c'est un peu différent. On va dire que les gens il y a une grosse population aux États-Unis qui voyage quand même, mais c'est quand même une population qui a un certain niveau de vie assez élevé, qui ne voyage pas en groupe, qui voyagera très aisément, donc qui pourra se permettre d'aller dans des très bonnes tables. Et donc, il y a quand même une bonne vision du côté des bonnes tables et des bons restaurants. Maintenant, du retour de chez nous, ils se disent, on mange aussi bien que si on était en France. On se retrouve, on a l'impression d'être à Paris, ou on a l'impression d'être à Lyon. En général, ils connaissent plus Paris que Lyon. Donc, ils vont se dire, on a vraiment l'impression d'être à Paris, dans votre pâtisserie, dans votre restaurant, et on n'a pas besoin de voyager. Ils voyagent quand même, mais c'est des gens qui ont un pouvoir d'achat qui est quand même très élevé, donc ils peuvent se permettre, quand ils viennent en France, d'aller dans des restaurants d'un certain standing, et évidemment, à contrario, d'être avec des tours opérateurs, d'être dans des restaurants qui sont de moins bon standing. Donc c'est un peu, une différence d'un continent à l'autre, en fait. Frédéric, peut-être si vous voulez compléter. Malheureusement, pour répondre à la question très franchement, c'est très souvent la déception en fait. Donc les clients reviennent de France en disant en fait on va rester à Édimbourg et on va continuer à manger chez toi, quoi. Ou pourquoi on ne peut pas manger aussi bien que chez toi en France. Alors je vais le confirmer par des expériences personnelles, hein. C'est très compliqué de manger si on ne sait pas où on va manger. C'est-à-dire que si on n'a pas fait un petit travail personnel, de pousser une porte au hasard en France, c'est vraiment très compliqué de manger correctement. Malheureusement, c'est les retours aussi de la clientèle, quoi. Alors la clientèle anglo-saxonne, qu'est-ce qu'elle recherche quand elle va en France ou qu'est-ce qu'elle recherche quand elle vient chez nous? C'est un petit peu la nostalgie, hein. J'étais en vacances à La Rochelle quand j'avais 14 ans, où on allait dans le sud de la France, ou les vacances au ski, etc. Donc ils ont cette nostalgie de la cuisine, du bon service, du sourire, surtout du repas à bon prix, mais qualitatif et quantitatif, qui a malheureusement complètement disparu, quoi. Il faut se le dire. Il faut se le dire. Et le comprendre. Donc, alors c'est vrai, on a parlé de nous à l'étranger. Oui, on va essayer. On fait un travail journalier et on remonte un petit peu et on essaie de se battre. Par contre, il y a un moment où il va falloir le faire à l'intérieur aussi, quoi. Ou continuer ce travail pour la remise en question interne, en fait, à tout niveau. Alors après, comme le disait Olivier, tout en haut, il n'y a pas de souci, on mange très bien, certainement. Par contre, dès qu'on descend un petit peu, on part dans la brasserie, dans le bistrot, etc., c'est les complications, quoi. Très compliqué. En anglais, on parle de can't be bothered. Vous savez, can't be bothered, c'est-à-dire quand on n'a pas envie, quoi. Donc il faut retourner les vannes et puis repartir sur le côté yes, can be bothered. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse le faire, quoi. Se donner les forces de le faire, et de le faire avec le sourire. Et reprendre un petit peu, se faire plaisir en faisant plaisir, quoi. Voilà. Bruno, vous voulez peut-être compléter? Un petit complément, bon, ça rejoint un peu le continent américain. Il est vrai que les gens du continent africain qui peuvent venir en France et en Europe, c'est quand même des gens qui ont aussi un pouvoir d'achat. Donc ils s'attendent à avoir un service de qualité en retour d'expérience. Voilà, c'est peut-être un manque de sourire, des gens qui prennent la commande, qui regardent même pas le client. Voilà, donc je pense qu'il y a aussi encore de la formation à adapter. Et puis je pense que la France, c'est pas que Paris. Je pense qu'il y a aussi une communication à faire là sur d'autres territoires, hein, qui sont ouverts et sur lesquels la gastronomie est de qualité. Puis après, même si on a réussi à faire qu'il y a un point sur lequel on va communiquer, c'est tout l'accès de l'étranger à la France. Enfin, moi, je suis catastrophé sur l'accueil à l'aéroport, les services des douanes, la propreté du métro, la qualité des transports, etc. Enfin voilà. Et là-dessus, quelque part, on a aussi à monter en qualité parce que voilà, pour faire déplacer la personne et la faire venir aussi dans un établissement, il faut qu'on puisse avoir une continuité de service de qualité qui donne envie aux gens de venir et surtout de revenir. Parce que le problème, il est là, c'est que attirer une fois, c'est bien. Maintenant, il faut faire de la récurrence et puis garder une confiance là, qui est instaurée avec la clientèle étrangère, qui sera aussi une manne nécessaire pour faire la croissance de nos restaurants. Si demain, cette clientèle ne vient plus, on coupe une partie du chiffre d'affaires d'un certain nombre de restaurants. Donc, il faut capitaliser là. Je veux juste rajouter quelque chose, c'est que maître restaurateur, c'est des valeurs, c'est de la formation, c'est de l'échange, c'est du circuit court, c'est beaucoup de choses. Mais combien de fois dans vos restaurants vous le mettez en valeur ?
À combien de clients journaliers vous en parlez? Et à combien d'étrangers qui ont visité vos établissements, vous avez pris le temps de leur dire que vous avez ce label-là, que vous êtes reconnu par vos pairs et par vos confrères, pour leur dire, ben voilà, si vous allez chez des maîtres restaurateurs, vous aurez ce gage de qualité. Donc je pense que le travail en interne, comme ça a été dit, il passe aussi en journalier. Parce que l'effort, on a un peu la tête dans le guidon quand on travaille. On a tellement de problématiques au journalier qu'on en oublie de se faire plaisir pour vouloir faire plaisir. Et nous, on n'a pas du tout ces contraintes-là, ou beaucoup moindres. Donc du coup, on s'amuse différemment, quoi. Moi, tous les matins, je m'amuse au marché avec mes équipes. Je me régale. Et ça s'est vu quand on a fait les audits. Parce qu'en fait, on n'a pas les mêmes tracas. Et de ce fait, on est fier de pouvoir revendiquer qu'on a un restaurant français. Et on devrait être fier de revendiquer qu'on est maître restaurateur. Et de ce fait-là, la communication se fait naturellement dans les populations qui viennent nous voir. Les Asiatiques communiquent entre eux, via des réseaux entre eux. On ne le voit pas. À défaut, s'ils communiquent sur le fait que les maîtres restaurateurs, ils ont eu une très bonne expérience par le restaurateur, car il était labellisé, qui plus est, là, on joue une carte, pour moi, très importante. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Je voulais savoir quelle est la place du handicap dans la restauration dans le monde. Est-ce que le handicap est entré dans vos restaurants ou pas? J'aimerais vous répondre oui, mais absolument pas. C'est pas quelque chose, on n'a pas besoin de normes, on n'a absolument pas d'obligation, on n'a pas de pourcentage alloué ou attitré. Et surtout, au niveau infrastructure, c'est le restaurateur qui choisit, qui plus est à l'instant T au Vietnam. En Asie, en règle générale, moi, le pays qui m'a bluffé d'un point de vue infrastructure et désir d'intégrer le handicap au quotidien, c'est le Japon. Mais au Vietnam, ça n'existe pas. Il n'y a pas de restriction pour l'instant, dans un sens positif ou négatif. Il n'y a pas de législation à ce sujet-là. Alors, si on parle du handicap au niveau professionnel, en cuisine, on essaye de travailler avec d'autres groupes pour essayer d'améliorer les cuisines pour pouvoir avoir des personnes qui puissent travailler avec nous en général. Mais si on parle au niveau de la clientèle et au niveau général et au niveau accès pour les personnes, tout aux États-Unis est structuré pour que l'handicap soit accessible. Les restaurants doivent être aux normes de A à Z, au niveau de l'entrée jusqu'au niveau des WC, au niveau de tout ça. C'est obligatoire. Dans les écoles, c'est pareil. Les bus sont automatisés. Les enfants ne vont pas dans des écoles, par exemple, pour vous donner une idée, ne vont pas dans des écoles différentes que les autres. Ils vont dans les mêmes écoles. Les bus sont vraiment mis en place. Tout dans les villes et sont faits pour un niveau d'accessibilité à 100%. Donc après, au niveau du travail, on essaye de travailler un peu avec d'autres groupes pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut apporter et améliorer, parce que des fois les cuisines ne sont pas souvent faites et accessibles pour tout handicap, mais au niveau du consommateur, oui, tout est accessible. Frédéric, peut-être. J'étais obligé de réfléchir un petit peu après la question. La réalité, je crois, c'est que je n'ai pas été confronté au handicap. Donc, en termes de règles, on a quand même des toilettes handicapées. En personnel, j'ai jamais été confronté ni à la demande, ni à l'offre, en fait. Donc, j'ai du mal à répondre de ce côté-là. Après, on a quand même des toilettes handicapées, mais il y a un gros problème d'accès à l'intérieur. Donc, en fait, les toilettes servent à rien, en fait. Et on n'a pas de moyens de pouvoir, ou très peu de moyens, ou alors j'ai pas vraiment regardé pour rectifier un petit peu l'accès sur ces 4 marches dans une propriété où on n'a pas le droit de faire de travaux, en fait, ni à l'extérieur ni à l'intérieur. Donc c'est compliqué. Je ne sais pas si j'ai répondu, en fait.
Alors sur le continent africain, il est vrai que on est loin d'être dans une maturité aussi de développement et le sujet n'est pas encore prioritaire. Alors il est dans les radars là et comme étant un sujet d'avenir, aussi bien pour faire accéder à cette population à la formation et puis après sur l'accessibilité, sur les transports en commun, sur l'accessibilité des établissements. Donc là on est encore très loin là, je dirais, hein. Mais il y a des choses à faire et on a peut-être un rôle aussi nous à jouer là, d'être aussi porte-parole là pour que cette population puisse avoir accès à la fois à de l'emploi et puis à l'accès aux services là. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, jeune homme. On va vous apporter un micro. Bonjour à tous. En tant qu'étudiant au lycée Stanislas, à Villers-lès-Nancy, je vais parler pour un peu la nouvelle génération. J'ai une question qui va être en parallèle à la formation. Moi, j'aimerais vous demander quelque chose au niveau du climat social. Je sais que par rapport à la gastronomie française, ça a énormément évolué au cours des années. Et je sais que c'est crucial au sein d'une entreprise. Un bon climat social, ça augmente la performance globale de l'entreprise, la transmission de valeurs, donc quand on va servir, etc. Et justement, c'est ce que vous essayez aussi de développer, je pense, à travers les continents et les pays. Et je sais que les cultures sont différentes, donc les moyens qui sont mis en place sont forcément différents qu'en France. Et ça m'intéresse vraiment de savoir ce que vous mettez en interne en place donc pour vos salariés, savoir un peu comment ça se passe. En ce qui concerne le Vietnam, c'est assez particulier parce que les législations sont assez similaires à la France. Le droit vietnamien se rapprochait énormément du droit français, étant donné que la France a laissé énormément de grandes lignes de l'actuel. La grosse problématique qu'on va avoir, c'est que la formation au Vietnam et en Asie en règle générale est vachement par l'autorité et l'ancienneté. Un peu comme l'a pu être la gastronomie française pendant des années, et ce qui n'est quasiment plus ou beaucoup moins le cas au quotidien. Qu'est-ce que nous on fait, qu'est-ce que moi je fais avec mes collaborateurs? C'est qu'on essaye de se mettre à la place quand on était apprenti et on essaye d'aller à l'encontre de tout ce qu'on n'a pas pu apprécier. Pour autant, il y a des valeurs qui sont essentielles, le respect, la hiérarchie, la brigade, c'est essentiel. Mais du coup, on se bat vachement avec la culture locale. C'est-à-dire que moi, j'ai 33 ans, en tant que jeune cuisinier français à l'étranger, j'ai mal été perçu au début. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans des cuisines avec des chefs vietnamiens qui avaient 45-50 ans et être pris au sérieux. Donc maintenant, avec toutes les reconnaissances, avec tous les titres qu'on a pu engranger par les années, la légitimité intervient, entre guillemets, mais le climat social reste un peu à l'ancienne, de ce côté du globe en tout cas. De l'autre côté du globe? Alors, de l'autre côté du globe, on est moins violent. C'est un peu comme ça beaucoup changé. Alors maintenant, on est très à l'écoute, on est très pédagogue. On a aussi avec d'autres organismes comme avec l'Académie de France et des grands chefs étoilés comme Éric Ripert et Daniel Blu et d'autres chefs. Il y a maintenant presque 6 ou 7 ans, nous avons fait signer une charte comme quoi dans les cuisines, la violence n'avait pas de place. Et ça a été très important pour beaucoup de chefs. C'est vrai que dans les cuisines, ça existe encore, où il y a de l'abus. Et c'est quelque chose qui devient très important même aux États-Unis. Après, dans mon établissement, c'est tout sur la pédagogie, sur l'approche, le respect et la transmission. Après, chaque établissement va être différent, mais on essaye de faire bouger les choses dans le bon sens. Après, c'est un pays aux États-Unis où il y a des règles et des lois qui sont quand même assez strictes quand même, et donc il y aura un suivi là-dessus. Frédéric.
On parle certainement du climat social en entreprise ou de l'intérieur des cuisines, je pense. J'ai eu la chance ou la malchance de rencontrer ou de subir les violences en cuisine, surtout étant jeune, et ceci à partir de 13 ans et demi, en pré-apprentissage à l'époque, jusqu'à pratiquement 18 ans. Alors malheureusement, on sait tous que quand on a été confronté un petit peu à ça, eh ben, c'est la méthode qu'on a tendance à appliquer malheureusement en grandissant. Donc c'est vraiment un travail sur soi-même. Je pense que le principal, c'est d'en être conscient et d'essayer de le contrôler. Je ne vais pas dire que ça n'arrive pas, et je ne vais pas dire qu'à une certaine époque, j'aimais bien relever la sauteuse en cuivre qui avait touché les avant-bras du gamin au fourneau pour le remettre en place. Malheureusement, oui, je l'accepte. Hein. Ça ne veut pas dire que je le fais aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui est compliqué et c'est quelque chose qui est très difficile à dégager et à maîtriser. Donc la remise en question constante et la maîtrise de ses émotions. Après, quand on est dans la quête du résultat et dans le vif, dans le stress, dans l'anxiété, etc., malheureusement, c'est pas toujours facile de pouvoir l'esquiver. Ah, j'ai trouvé une chose, c'est le potager et les légumes. Ça fait un bien énorme, quoi. Donc je le conseille à toute personne qui est victime un petit peu de ces réflexes violents, on va dire. Mais remise en question constante, ouais. Bruno? Alors sur le continent africain, il y a deux axes en termes de développement de la cuisine et de la restauration. Il y a l'informel, là, sur lequel au pire il n'y a aucune règle, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrat de travail, il n'y a pas de normes, il n'y a pas d'obligation de formation. Donc là, c'est 80% de l'activité. Donc quelque part, il y a encore à monter cette activité de l'informel vers le formel, qui est une nécessité pour les États, puisque quelque part, l'assiette fiscale, elle repose aussi sur la remontée de ce fisc-là. Maintenant, sur l'aspect formel, vous avez à Abidjan, et là, les gens vont peut-être être étonnés, on a des restaurants gastronomiques avec des brigades de 40 à 50 personnes, ce qui veut dire quelque part, il y a aussi une montée en compétences, une montée en qualité de service, et bien sûr, en salaire. Donc, c'est-à-dire quelque part, il y a une reconnaissance des métiers qui, il y a 10 ans, n'existait pas. Hein. C'est-à-dire qu'un investisseur qui montait un restaurant il y a 10 ans, il pensait que son effort, il était dans la qualité de l'équipement, mais il avait oublié le personnel au pire, hein, dans son développement de l'investissement. Donc aujourd'hui, il est vrai qu'on met l'accent sur le fait de pouvoir financer correctement les gens pour pouvoir d'une part les stabiliser, les garder, et puis avoir une qualité de service. Là. Voilà. Donc il y a deux mondes, et je pense qu'il y a un monde qui va évoluer, et il y a une nécessité d'avoir un climat social et avec aussi un salaire de qualité. Moi, j'ai souvenir d'avoir mangé dans les restaurants. L'addition, c'était le salaire de la personne, quoi. C'est-à-dire quelque part, ça fait mal, quoi. Vous payez l'addition et c'est le salaire de la personne, quoi, qui est chef de rang. Hein. Je vais juste rajouter un point, c'est comme la jeune génération entre guillemets. Si un jour il y a des apprentis, il y a des jeunes qui veulent aller à l'étranger, je pense qu'il y a une question qui peut vous aiguiller sur le climat social de l'entreprise, c'est quel est le pourcentage de turnover. C'est ça qui va vous indiquer si la maison elle est saine ou pas. C'est-à-dire que moi, j'ai moins de 5% de turnover sur l'année. J'estime qu'on a une maison saine. Ça peut être vraiment le facteur qui va vous déclencher la compréhension de la maison. Tu veux compléter, oui. Je voulais rajouter un truc aussi au niveau de l'emploi, par exemple aux États-Unis, qui est complètement différent. Vous êtes engagé aux États-Unis, vous allez travailler, vous allez faire vos 3 mois d'essai. Et après, vous êtes plus ou moins engagé normalement. Vous pouvez être, par contre, vous pouvez démissionner du jour au lendemain, mais à contrario aussi, vous pouvez être viré du jour au lendemain, sans aucune notice. Et on vous dira merci, au revoir, on vous serre la main et c'est terminé. Donc, et c'est quelque chose de tout à fait normal aux US, c'est in and out. Mais ça, c'est aussi à prendre en compte quand on va dans un pays. Aux États-Unis, par exemple, maintenant, on va dire que ça devient très dur en tant qu'étranger de venir aux États-Unis. Les visas sont très, très compliqués. Mais c'est à prendre en compte, même si on vient avec un visa ou peu importe, on peut vous dire see you later, à bientôt. Et c'est fini. Donc, il n'y a aucune protection à ce niveau-là. Merci pour cette question pertinente, jeune homme. Mais si, madame, bien sûr, on va vous apporter un micro. Est-ce qu'il est aussi difficile à l'étranger de recruter du personnel en cuisine qu'en France? Parce qu'en France, dans beaucoup d'institutions, on a un mal fou à recruter du personnel hôtelier. On a tous la même problématique.
On va dire que le climat français est particulier. Je pense que Covid a eu une énorme part de responsabilité dans tout ça. Et je pense que la réalité, c'est qu'on a un métier de passion, mais on n'a pas un métier facile. Et je vais remettre un point sur les réseaux sociaux parce qu'on nous promet monts et merveilles sur les réseaux sociaux tous les jours. Et la jeune génération qui sort de l'école se dit qu'ils peuvent gagner leur vie 10 fois mieux sans avoir l'effort quotidien qu'on connaît tous. Donc ça crée de la difficulté. Cependant, pour l'Asie, du coup, il y a un vrai effort fait par les familles. C'est-à-dire qu'on pousse vraiment les enfants à aller travailler. Donc on a encore la possibilité d'avoir beaucoup de demandes et de CV qui tombent assez régulièrement. Mais la différence entre 2017, 2018, 2019 et après Covid est notable. Donc oui, il y a quand même ce genre de problème. On en reparlera demain lors de la conférence sur l'emploi, mais si vous voulez déjà un petit peu compléter... Oui. Mais vous pouvez compléter, hein, si vous voulez. Non, en ayant des discussions avec d'autres professionnels en France, dans le monde entier, on a tous des contacts, des connexions un peu dans le monde. Et en France, on a tous le même constat. L'emploi et la main-d'œuvre est devenue de plus en plus dure. Même aux États-Unis, plus personne ne veut travailler en cuisine. Tout le monde veut travailler... on dit remote, à la maison, mais la cuisine, ça ne les intéresse plus. Le Covid, oui, a fait un grand coup de balai, a fait un changement dans les pensées, dans les mœurs, comment les gens veulent fonctionner et quelles sont leurs priorités. C'est vrai, on travaille dans la cuisine, dans la pâtisserie, dans la boulangerie, dans la charcuterie, dans tous les corps de métier de bouffe. On travaille pendant les fêtes, on travaille les week-ends et c'est compliqué, les gens n'ont plus envie de faire ça. Merci. Est-ce qu'il y a encore quelques questions? Ah, Madame la vice-présidente Carole, on vous apporte un micro. Merci Tanina. Moi, je voulais juste faire une petite remarque là qui vient de me sauter aux yeux. C'est que quand on a commencé à penser au World French Restaurant, c'était pour aider les cuisiniers français qui ont la même charte que nous, hein, à s'installer et à développer leur affaire et l'image de la France. Et là, j'ai entendu les comptes rendus des étrangers sur ce qui se passe en France en termes de gastronomie. Et là, je vous dis, mais messieurs, mais merci merci d'avoir ce label World French Restaurant pour leur dire, ben, vous savez, en France, ce sont les maîtres restaurateurs, c'est les mêmes. Et en fait, la position vient complètement de s'inverser et on vous remercie de porter à l'étranger le titre maître restaurateur. Merci, messieurs. Merci, je pense que ça sert de conclusion, une très belle conclusion à cette table ronde. Merci, messieurs. Merci, on peut les applaudir de nouveau. So then I'm blowing up my phone.